si la loi doit bien sûr s'adapter au progrès de la recherche, elle doit aussi en fixer les règles, notamment en matière de recherche biologique, de procréation, de dons d'organes ou de produits du corps humain. En mai 2011, les députés révisent les lois de bioéthique. Les recherches à des fins thérapeutiques sur l'embryon sont interdites, les mères porteuses également. Pourtant, selon des scientifiques, les recherches sur les cellules souches embryonnaires pourraient être la solution permettant de guérir des maladies jusqu'alors incurables. Autre prouesse médicale, les greffes de main ou de visage. Ici, le rôle et la responsabilité d'un chirurgien du visage sont sans arrêt soumis au questionnement éthique. Quel sera l'avis de leurs patients avec son nouveau visage? Alors, première question à Jean-Michel Dubernard et Yvon Berland. Guérir, on a un petit Larsen là, guérir l'ensemble des maux humains, est-ce un mythe? Est-ce un mythe, une folie ou une réalité prochaine? Professeur Dubernard. On aurait pu commencer par Berland. Non, simplement, moi, je rêve de guérir l'ensemble des maux humains. Mais le rêve, c'est mon imaginaire individuel, à moi Dubernard, d'accord? Et mon imaginaire individuel, il faut qu'il rencontre l'imaginaire collectif, le mythe. Ça, je suis d'accord pour le mythe. Pour que naisse une vérité ou une innovation. Et dans le cas particulier, mon imaginaire individuel ne rencontre pas l'imaginaire collectif. Notre imaginaire collectif ne rêve pas de guérir tous les maux. En plus, il faut avoir, le moment venu, une intuition. L'intuition est un mécanisme psychologique clair maintenant, c'est connu. L'intuition, c'est pas le hasard. L'intuition, c'est une mécanique. Et donc, pour moi, je suis bloqué dans ce domaine, je ne crois pas que c'est possible. Pour moi, pour revenir un peu en arrière, mon imaginaire individuel, mon rêve, il est différent, même s'il fait partie de l'ensemble de l'imaginaire collectif qui traverse le temps. L'imaginaire collectif, ce sont les gènes. Votre papa, vous êtes la moitié de votre papa, de votre maman, la moitié de votre papa, de votre maman, et tout ça, ça se modifie à peine. Et ces gènes, ces structures traversent le temps. Alors, elles ont dans leur imaginaire des choses très précises. Faire une greffe de visage ou de main, c'est quelque chose que vous trouvez dans toutes les mythologies classiques, grecques, romaines. On ne retrouve pas, on retrouve pas guérir tous les maux dans la mythologie. Et c'est quand même très, très, très intéressant parce que ça explique que cette notion de vie éternelle liée aux gènes a beaucoup de signification, même si on peut discuter, c'est une projection vers le futur ou des souvenirs du passé. Mais puisque vous voulez mettre les choses à un niveau philosophique, je les mets à un niveau philosophique. Professeur Berland, est-ce que, par exemple, dans votre centre de transplantation rénale, vous pensez qu'un jour, vous arriverez à guérir l'ensemble des maux? Non, je ne pense pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que la vie génère des pathologies, parce que les prises en charge même que nous avons à notre disposition génèrent également des pathologies. L'environnement dans lequel nous sommes génère des pathologies. Les conditions de vie dans lesquelles nous sommes génèrent des pathologies. Et je ne crois pas du tout qu'il arrivera à un moment donné où nous aurons la possibilité de prendre en charge sur le plan thérapeutique tous les maux et toutes les maladies qui sont connues ou pas connues. Alors, bien évidemment, hein, la connaissance, la recherche fait évoluer les choses. Il y a quelques années, Max opérait les estomacs et les enlevait pour des ulcères. Aujourd'hui, on n'enlève plus les estomacs, on n'enlève plus les duodénums, mais on donne un antibiotique, parce qu'on a compris quel était le mécanisme qui était à l'origine des ulcères de l'estomac. Et puis dans les maladies rénales, puisque vous l'évoquiez, on connaît bien par contre un certain nombre de mécanismes pathologiques qui sont à l'origine de certaines maladies, mais on n'a pas pour le moment la possibilité de trouver des thérapeutiques. Ceci étant, pour répondre une fois encore à votre question, je ne crois pas du tout qu'on arrivera un jour ou l'autre à prendre en charge toutes les maladies et toutes les pathologies. Est-ce qu'on doit se fixer des limites à l'idée de tout guérir et selon quels critères? Alors d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle tout guérir. Hein. La médecine, c'est guérir parfois, soulager souvent et réconforter toujours. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut faire la médecine ce qu'elle n'est pas là pour faire. Tous les maux de la société, il faudrait que ça soit médical
Et donc on vit une véritable médicalisation de la société, et je pense que c'est extrêmement mauvais. Que ça soit, alors on a déjà médicalisé la naissance parce qu'il y avait des pathologies, maintenant on veut médicaliser la mort, on veut médicaliser la vieillesse, on veut tout médicaliser alors que ça fait partie de l'évolution naturelle de l'être humain. Et je ne pense pas que notre but en soi, ça soit de tout guérir. Moi je suis chirurgien plasticien. Mon but, c'est pas de guérir les gens, c'est de leur donner de la qualité de vie. Les greffes de visage que j'ai faites, c'est pour donner de la qualité de vie. Aujourd'hui, je me bats aujourd'hui sur un nouveau combat qui est la reconstruction du sein après cancer. On pourrait très bien guérir tous les cancers du sein. Il suffirait de toutes les jeunes filles de 16 ans de leur enlever tous les seins, ça serait terminé, il n'y aurait plus de problème. Or, c'est pas vraiment ça le but. Le but, pour moi, aujourd'hui, c'est qu'on guérit des cancers du sein, mais on en laisse des séquelles. Et mon but, c'est de soulager ces séquelles, c'est de soulager ces patients. Donc, tout vouloir guérir est un mythe aussi bien de société qu'un mythe purement organisationnel. Ce n'est pas vraiment le but de notre métier de médecin. Qu'est-ce que l'éthique dans le domaine scientifique ? Alors, pour le chercheur, il y a deux façons de voir l'éthique. Il y en a une qui est partagée avec beaucoup d'autres métiers, les enseignants, les médecins, beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle la déontologie. C'est-à-dire d'avoir un comportement qui soit conforme à des règles qui sont spécifiques du métier dans lequel on agit. Bon, cette déontologie, elle est indispensable. Elle est souvent bafouée, hélas, actuellement avec la compétitivité des chercheurs bien institués. On a des fraudes assez fréquentes, de plus en plus, je crois. On a des interprétations flatteuses des résultats pour obtenir de nouveaux crédits, ainsi de suite. Bref, des mauvaises pratiques. Et puis, il y a l'autre aspect de l'éthique qui est un peu négligé, c'est la responsabilité. Parce que le chercheur est à l'avant-garde de ce qui va se faire demain. C'est lui qui est en train de fabriquer matériellement les technologies qui vont faire que nos enfants vivront d'une certaine façon. Donc il a une responsabilité particulière dans la société et pour ça il faut qu'il se conforme à quelque chose. Alors à des choix de société, il n'y en a pas beaucoup. Il y a par exemple en bioéthique, il y a les lois de bioéthique. Bon, ça peut faire un repère. Elles ne posent pas énormément d'interdits, mais quelques-uns quand même. Mais il doit aussi se référer hélas, aux discussions qu'il peut avoir dans son environnement professionnel, familial, amical, parce que quelquefois, il se doute que les travaux sur lesquels il est en train de s'activer peuvent présenter des risques pour la santé, pour l'environnement, pour l'espèce. Et à ce moment-là, il est obligé de prendre une attitude. Alors souvent, le chercheur nie cette responsabilité. Il dit, moi, mon boulot, c'est de chercher, je suis payé pour chercher, la société se débrouillera avec ce que je trouverai. Donc c'est un peu dommage parce que, comme je dis, le chercheur étant à l'avant-garde, c'est lui qui voit le premier et il vaudrait mieux qu'il prenne sa responsabilité plus tôt. L'éthique, pour moi, c'est la science de la morale. Et je vois les mêmes barrières à ce niveau-là. Je dirais que ça peut poser des problèmes, ce qui est vrai, et il y a des débats à ce sujet, mais actuellement, on peut très bien prélever des cellules souches chez le même individu et imaginer que les cellules souches pluripotentes induites, par exemple, qui sont des cellules qui se présentent chez l'adulte, qu'on peut se reprogrammer. Juste un mot à propos d'éthique, le seul problème, c'est les cellules souches embryonnaires qui exigent de détruire un embryon. Les cellules d'adultes, IPS. Non, mais c'est pour ça que je parlais d'embryon, parce que chez l'animal, on fait tout ça avec l'embryon. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, et j'ose pas dire, il y a eu une réunion importante à Paris la semaine dernière, mercredi dernier, il y a 2 jours à laquelle je participais, mais je veux pas dire où, monsieur, où on a vu le cœur fabriqué. C'est chez le rat, chez le porc et chez l'homme en Espagne. C'est l'Espagne, ce petit pays. Le foie fabriqué chez le rat, le rein ébauche de fabrication chez le rat lui aussi, et le poumon. C'est-à-dire qu'à partir de matrices, on prend un rein, on le décellularise, on enlève toutes ces cellules, et on réinjecte des cellules, alors chez l'animal c'est relativement facile, qui vont le recellulariser, le repeupler et avoir les mêmes fonctions. On y est presque. N'imaginons pas que c'est pour demain matin. Je me souviens le temps où on parlait des xénogreffes, où c'était pour demain matin, et demain matin, les xénogreffes, maintenant, c'est de côté. Donc, soyons très attentifs, il faut encore passer du temps à défendre le don d'organes, le développement des greffes à partir de donneurs vivants, et ne pas perdre les réalités de au moins demain. Après-demain, je ne sais pas. Dans chacun de vos domaines, que vous refuseriez-vous à faire
On se refuse tous les jours de faire des choses. Le premier principe, c'est en termes de médecine, c'est d'abord ne pas nuire. Donc lorsqu'on aborde un patient, si on pense qu'on a plus de chances d'être nuisible que d'être bénéfique, on se refuse à faire le soin. Mais d'un autre côté, on a aussi cet autre aspect, c'est pourquoi pas refuser ce que tout le monde dit, il n'y a pas de solution, ce patient est incurable, on ne peut rien faire, il n'y a pas de solution, et essayer de faire quelque chose de nouveau, tout en respectant à la fois l'être humain que l'on traite et les êtres humains en général, est quelque chose d'important. On se refuse à faire des choses, mais on réfléchit comment on pourrait ne pas se le refuser. Comment on pourrait faire ce qui nous est refusé aujourd'hui, ce qu'on se refuse soi-même, pour pouvoir essayer de guérir ces patients. Allez, Jean-Michel Moi, Dubernard. je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurent, mais pour moi, les démarches ont toujours été basées sur la notion de bénéfice et de risque pour le patient et sur l'information du patient. Si une personne est totalement informée, c'était le cas pour ces patients, pour le visage, pour les nôtres, pour les mains, s'il est totalement informé des risques et des bénéfices potentiels, eh bien c'est lui qui prend la décision, point final. Et là, et les champions de la morale, les pères de la morale, parce que nous on est très gênés, M. Testard, dans nos vies, dans nos fonctionnements, par un environnement qui fait que innover est de plus en plus difficile dans ce pays pour toute une série de raisons. L'éthique n'est pas la principale, hein, je suis d'accord. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, la base, c'est la personne qui prend ses décisions. Oui, je voulais poser une question surtout à des chirurgiens. Est-ce que c'est possible de nos jours ou dans un proche futur d'arriver à procéder à la transplantation d'un cerveau? Alors, je crois qu'aux urologues, rien n'est impossible, mais Jean-Michel Dubernard va vous répondre. Alors moi, je vais vous dire, madame, j'ai été contacté il y a 10 ans de cela par un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, qui est mort il y a 2 ans, qui était chirurgien à Chicago et qui travaillait chez les primates et qui transplantait la tête du primate à un autre primate. C'est une vieille histoire parce que dans la mythologie, on trouve des têtes partout. On en trouve aussi, les premières ont été faites par Denikov en Union soviétique avec transplantation d'une deuxième tête à un chien. Donc, c'est pas le cerveau qu'on transporte, ce qu'on transfère, c'est la tête qui entoure le cerveau. Mais moi, j'ai été contacté par ce monsieur qui m'a dit, ben voilà, j'ai un patient qui est tétraplégique, paralysé des 4 membres, qui est dans un lit depuis 20 ans. Il a toute sa tête, il a réussi à s'organiser pour fonctionner, pour communiquer, il est parfait. Et son foie, son cœur, tout ça se délabre, et il cherche un corps, qu'on lui transplante un corps. Alors, non, mais l'histoire est sérieuse. Non, ça vous fait marrer, mais c'est vrai. C'est vrai. Il a publié, il a écrit, il a cherché. Alors moi, je lui ai dit que c'était techniquement faisable, mais que par contre, je me vois mal aller demander au comité d'éthique. Je rappelle Laurent tous les problèmes qu'on a eu, aller demander le comité même local de Lyon. Alors, ce serait fait jeter. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très présent. Vous posez la question, c'est très présent dans votre esprit, et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça arrivera le moment venu, c'est-à-dire au moment où l'intuition, je répète, l'intuition est un mécanisme psychologique très précis. L'intuition dira le moment est venu d'aller dans cette direction avec des méthodes qui sont bien entendu pas celles que un complément rapide avec Laurent Lantieri. Oui, rapide. Votre question, est-ce qu'on pourra transplanter un cerveau? La question, c'est de savoir est-ce qu'on se transplante le cerveau à un corps ou un corps à un cerveau. Ça, c'est la première question en termes général. Et aussi, quelle est la finalité? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Parce que le cerveau ne fonctionne pas? Parce que le corps ne fonctionne pas? Quelle est la finalité? Alors en soi, cette question est une question complètement virtuelle qui n'a pas un grand intérêt. Notre but, c'est de guérir des maladies, c'est de traiter des gens qui ont des problèmes. Lorsqu'il y a une anomalie du cerveau, on va essayer de le réparer. On fait aujourd'hui des greffes de cellules souches dans le cerveau pour les maladies parkinsoniennes, on fait de la thérapie génique dans le cerveau pour les Parkinson, mais en soi, greffer un cerveau, rien que pour faire l'exploit chirurgical, je ne vois pas tellement quelle est la finalité de ça.